que parmi les micro-organismes, moi j'ai toujours dit que les micro-organismes, parmi les micro-organismes, il y a 99% sont utiles pour la vie. Et seulement 1% de micro-organismes sont des méchants, c'est-à-dire susceptibles de provoquer une pathologie ou une maladie chez les hommes, chez l'homme. Donc, je vais parler plus précisément de la désinfection de l'eau. Et c'est la désinfection par irradiation ultraviolette. Bon, je commence par dire que la désinfection signifie, ou bien elle cible, l'inactivation microbienne, que ce soit des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Donc, le but de la désinfection, c'est l'inactivation des micro-organismes pathogènes. J'insiste, j'ai bien dit des pathogènes. C'est pas l'inactivation des micro-organismes, c'est des micro-organismes pathogènes. Pourquoi je dis? Donc, les micro-organismes pathogènes, une fois détruits ou bien désactivés, on arrête en quelque sorte le cycle, ce qu'on appelle le cycle épidémiologique de ces bactéries pathogènes. Quand les micro-organismes ne sont pas éliminés de l'eau, l'utilisation de l'eau pour la consommation ou bien les régimes de ces micro-organismes par le biais de régimes qui sont usés, ils vont directement dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les milieux de secteur, les lacs, les lagunes, les eaux de surface, et puis les nappes souterraines. Donc, si on utilise les eaux de surface comme source pour l'alimentation, pour fabriquer de l'eau potable, ou bien si on prend les eaux comme source, les eaux souterraines comme source d'eau potable, donc ces micro-organismes, une fois ils ne sont pas éliminés correctement de ces eaux, donc ils vont rentrer dans la chaîne et le cycle de l'eau, donc peuvent contaminer l'homme. Donc, le régime de ces micro-organismes par le biais des eaux usées, il a un effet direct sur la diffusion et la dissémination de ces micro-organismes dans les différents milieux naturels et surtout les milieux hydriques. Il y a une petite confusion. Souvent, lorsqu'on parle de la désinfection, ça ne veut pas dire la stérilisation de l'eau. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsqu'on parle de stérilisation, c'est-à-dire l'abattement de tous les micro-organismes. C'est la destruction totale de tous les micro-organismes. Par contre, nous, on veut parler de la désinfection, et j'ai bien dit que la désinfection cible les bactéries ou bien les micro-organismes pathogènes.
bactéries qui sont le plus abondants, hein, le plus fréquents point de vue comme agent causal des pathologies, que ce soit humaine ou bien animale. Donc c'est pourquoi l'attention est toujours portée sur les bactéries. Vous savez que les pathogènes en général, ce sont des micro-organismes de luxe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il existe des conditions luxueuses pour leur développement. C'est-à-dire des nutriments, des conditions de température, etc. etc. C'est pourquoi, lorsqu'on mène une opération de désinfection, on cible le pathogène, parce que le désinfectant, il ne fait pas la différence entre une bactérie pathogène et une bactérie saprophyte, qui représente, on a dit, 99% de la flore microbienne totale. Donc, comment cette sélection comment cette distinction entre les bactéries pathogènes, par exemple, et les bactéries saprophytes, comment le désinfectant il assure cette distinction entre une bactérie pathogène et une bactérie saprophyte? Vous savez, les bactéries saprophytes ils sont très utiles dans de nombreux phénomènes, comme la biomédiation, hein? Donc, on a dit que ces pathogènes sont des micro-organismes, des organismes de luxe. Il existe un environnement luxueux. Par exemple, vous savez que les bactéries pathogènes pour l'homme ne peuvent pousser qu'à 37 degrés. C'est la raison pour laquelle ils peuvent causer une maladie chez les humains. Donc il faut, et heureusement pour nous, si les bactéries pathogènes arrivent à pousser par exemple à 5 degrés, ou bien à 10, ou bien à 30 degrés, c'est la catastrophe. Donc vous voyez, la température de croissance des bactéries, c'est un critère très important de sélection, c'est-à-dire de l'élimination de ces micro-organismes, de ces bactéries. Je passe maintenant aux différents types de désinfectants qu'on utilise. Utiliser ou à utiliser. Hein? Donc, il y a ce qu'on appelle les procédés physiques et il y a les procédés chimiques. Et il y a certaines personnes qui disent même qu'il y a des procédés biologiques. Donc, les désinfectants chimiques, sont généralement des oxydants, hein, comme on peut citer l'ozone, qui est un désinfectant de luxe, et les dérivés chlorés, le chlore, les dioxydes de chlore, etc., etc. Donc, ce sont des oxydants très forts. Et vous savez, par exemple, lorsqu'on traite les eaux potables ou bien les eaux usées, donc ces désinfectants, ces agents physiques, puisque c'est des oxydants très forts, interagissent avec la matière, surtout organique, et la matière minérale. Donc, ces désinfectants, comme ils peuvent détruire les micro-organismes, ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle un abattement de la pollution physico-chimique. Bon, ça
certains désinfectants, ils ont un effet, ce qu'on appelle un effet résiduel. C'est-à-dire, la cinétique de désinfection, elle se prolonge, c'est-à-dire, elle dure, hein, la réaction de désinfection, elle dure longtemps. Tant qu'ils sont dans l'eau, ces désinfectants, ils exercent leurs effets désinfectants. Par exemple, vous savez, lorsqu'on traite les eaux potables dans une station de traitement potable, l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? On va acheminer l'eau dans une canalisation. Et dans la canalisation, il y aurait avec le temps, hein, un développement de ce qu'on appelle un biofilm. Donc, dans la canalisation, donc, il y a des micro-organismes, c'est de l'ordre, hein, et ces micro-organismes, ils peuvent servir ils piègent, servent de piège pour les bactéries pathogènes. Donc, les bactéries pathogènes trouvent un milieu favorable dans ces biofilms, parce que c'est un milieu, hein, et donc on donne ainsi la possibilité à ces micro-organismes pathogènes de se développer dans ce genre d'environnement un peu particulier. C'est pourquoi, lorsqu'on mène une opération de désinfection, c'est pourquoi lorsque vous buvez parfois, hein, chez vous de l'eau de robinet, hein, vous sentez le goût un peu amer des résidus chlorés. C'est voulu, c'est-à-dire on injecte le chlore dans le réseau d'adduction de l'eau, hein, c'est voulu, c'est pour assurer une opération de désinfection continue. On parle ainsi de la rémanence de l'effet désinfectant. Je reviens aux différents types de désinfectants. Donc on a dit qu'il y a, parmi les désinfectants chimiques, il y a le chlore, le dioxyde de chlore, l'hypochlorite de sodium, ce qu'on a connu chez nous, c'est l'eau de Javel. Il y a aussi l'ozone, le haut-bois, vous connaissez l'ozone, et il y a des halogènes comme le brome, l'iode, le chlorure de brome. Ça, ce sont, puisque c'est des éléments un peu, donc on utilise surtout pour ces derniers, ces halogènes, c'est des halogéniques, on utilise surtout pour la désinfection des eaux usées, parce qu'il faut faire une différence entre une eau usée et une eau destinée pour l'alimentation humaine. Donc vous savez, les eaux usées généralement sont beaucoup plus chargées physiquement et microbiologiquement. Bon, il y a aussi les désinfectants chimiques et les désinfectants physiques. Parmi les plus connus, hein, on trouve beaucoup de stations, surtout au Canada, hein, et dans les Amériques, là, on rencontre beaucoup de stations qui utilisent les UV pour la désinfection. Il y a aussi les ultrasons et les rayons gamma, et ce sont des pratiques, c'est-à-dire des désinfectants utilisés dans des cas particuliers. Hein. Mais surtout pour l'eau
pour la désinfection de l'eau, que ce soit de l'eau potable ou bien l'eau usée. Donc on utilise la désinfection par irradiation ultraviolet. Les mécanismes, on peut se demander sur les mécanismes de la désinfection. Comment un désinfectant il peut arrêter ou bien inhiber le développement d'un micro-organisme. Par exemple, pour le cas des bactéries, donc il y a ce qu'on appelle une altération de la paroi des cellules des micro-organismes. C'est l'altération de la paroi. Et vous savez, chez la bactérie, la paroi a un rôle de structure. Elle maintient, c'est les piliers de la cellule. Et si on altère la paroi, donc la cellule, elle s'affaisse. Il y a aussi un changement au niveau de la membrane cytoplasmique, c'est-à-dire au niveau de la perméabilité cellulaire. Donc, c'est-à-dire le passage de l'intérieur à l'extérieur de la cellule. Vous savez, il y a un contrôle. Vous savez aussi que les membranes cytoplasmiques, c'est les agents douaniers d'une cellule vivante. Cette membrane, c'est elle qui contrôle les entrées et les sorties. Une fois le désinfectant il cause de perturbations au niveau des entrées et des sorties, tout le métabolisme cellulaire il sera perturbé. Il y a aussi une dénaturation irréversible. Vous savez, les désinfectants ils peuvent être bactéricides, par exemple pour les cas des bactéries, ou bactériostatiques, c'est-à-dire ils arrêtent le développement de la bactérie, mais ils ne tuent pas la bactérie. Et le même désinfectant, il peut agir comme un bactéricide, c'est-à-dire il détruit complètement les cellules bactériennes. Donc, en résumé, donc ces perturbations au niveau de la paroi, au niveau de membrane cytoplasmique, aussi au niveau de matériel d'hérédité, c'est-à-dire l'ADN, donc ces perturbations vont empêcher l'activité normale de la cellule et se traduit par un arrêt du développement de la cellule ou parfois une destruction totale de la cellule. Ce que j'ai dit, c'est l'effet bactéricide. En même temps, comme on a dit, les désinfectants, surtout, que ce soit physique ou chimique, ils ont un effet chimique oxydant sur la matière, surtout la matière organique, même aussi la liste au niveau de la matière minérale. Donc, ils changent la nature de cette matière et qui va entraîner un manque et une carence en aliments. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement au niveau de la structure, au niveau, du génome cellulaire ou bien au niveau de la paroi qu'il y a que le désinfectant peut agir. Le désinfectant peut agir indirectement sur la matière disponible dans l'eau et lorsqu'il détruit par oxydation ces substances-là, donc il prive le milieu du nutriment de telle manière que les bactéries ne peuvent pas, les micro-organismes ne peuvent pas pousser. Bon, je vais parler un peu brièvement des micro-organismes susceptibles de trouver dans l'eau.
bactéries, les virus, les parasites et les protozoaires. Les bactéries et les virus peuvent exister surtout dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Par contre, les parasites et les protozoaires se trouvent principalement dans l'eau usée et les eaux de surface. Parce que vous savez que les eaux usées, l'origine des parasites, l'origine des micro-organismes, c'est la matière fécale. C'est pourquoi, vous savez, on utilise comme les coliformes ou bien les streptocoques fécaux comme indicateur de la pollution microbiologique de l'eau. Donc, puisque vous savez, la majorité des pathogènes doivent consister par le tractus intestinal et disséminés par une matière fécale dans les milieux environnants, que ce soit les sols, l'eau, etc., etc. On a aussi une autre source de contamination, ce qu'on appelle les aérosols. Vous savez, par exemple, dans une décharge, dans une station de compostage, ou même dans une station d'épuration, on peut avoir de la flore microbienne dans l'air, ce qu'on appelle des aérosols. Et ces aérosols sont responsables d'une part importante des contaminations des gens manutentionnaires, des gens qui travaillent sur ces stations, que ce soit au niveau des décharges ou bien des stations d'épuration. Bon. Donc vous voyez la gravité des pathologies qui passent par le biais de ces eaux. Ils peuvent être des pathologies sévères, comme la typhoïde, le choléra, et surtout actuellement on a les problèmes des hépatites A et E. Donc les eaux usées sont très chargées en ces virus de l'hépatite. Ou bien, souvent, des attaques un peu bénignes, plus ou moins dangereuses, comme les gastroentérites, les conjonctivites. Voilà. Donc, les gens qui ont une déficience immunitaire, ou bien les personnes âgées, ou bien les jeunes, sont les plus vulnérables parmi la population. La principale contrainte de la désinfection, la désinfection, c'est comme tout procédé, ça demande un prix. Donc, ça coûte. Par exemple, en Tunisie, on bataille depuis maintenant plus que 30 ans sur la nécessité de préconiser, d'utiliser la désinfection dans nos stations d'épuration. En Tunisie, on a une centaine de stations d'épuration. Depuis 1948, la Tunisie elle dispose d'une station d'épuration, une station de Cherguille. Donc on est parmi les pays, on est avancé dans ce domaine, mais malheureusement jusqu'à maintenant, les décideurs ne sont pas convaincus d'implanter ou d'installer des systèmes de désinfection. Donc pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est un luxe, la désinfection c'est un luxe. Bon, je vais parler maintenant de la désinfection ultraviolette. Donc,
Vous savez, le spectre UV s'étend du 100 nanomètres du domaine de l'ion X jusqu'aux 400 nanomètres de visible. Donc, on a principalement trois types de radiation ultraviolette. Donc, ce qu'on appelle les UVC, qui s'étendent de 100 jusqu'aux 280 nanomètres. Les UVB de 280 jusqu'aux 320, 315. Et les UVA, ce qu'on appelle les ondes longues, qui s'étendent de 315 jusqu'aux 400 nanomètres, jusqu'au visible. Donc, chaque type d'irradiation ultraviolette, elle a des caractéristiques. Donc, par exemple, l'effet janissi, il est connu pour la longueur d'onde de 153,7 ou plus. Généralement, pour prononcer facilement, par 2 des 154 nanomètres. Il y a aussi une longueur d'onde, le 180-185, c'est une longueur d'onde très intéressante, puisqu'elle entraîne un effet photochimique qui se traduit par la formation de l'ozone. Pour les ondes moyennes, c'est-à-dire les UV, on a les autres effets se manifestent par ce qu'on appelle les effets. Et les UVA, ils ont un effet, c'est des effets gonzants, c'est pourquoi les gens viennent, surtout les touristes, viennent ici pour prendre des bains de soleil, pour se faire bronzer sur les plages. Donc, ce qui nous intéresse pour la désinfection UV, c'est surtout les UVC, et surtout la longueur d'onde de 153,7. Bon. Donc, lorsqu'on parle d'UV, on parle d'une lampe UV. La lampe UV, c'est une lampe, ce qu'on appelle une lampe à décharge. Donc, il contient généralement le mercure, et un iodure et un gaz rare. Souvent, c'est l'argon. Tout ça, c'est un plasma, ce qu'on appelle un plasma. Donc, ils vont subir une décharge électrique. Et vous savez, lorsque les atomes sont excités, ils vont émettre de la lumière. Donc, selon la pression dans la lampe, on distingue deux types de lampes. Il y a les lampes, en principe, il y a trois types. Les lampes à basse pression, ce sont les plus courantes et les plus utilisées, les lampes moyennes et les lampes basse pression. Donc, la différence entre ces lampes, les lampes basse pression, c'est, j'ai dit, les plus utilisées et elles permettent de traiter un débit faible. Par exemple, pour traiter 15 mètres cubes par heure, il faut 4 lampes. Et avec la même dose, pour une lampe haute pression, on peut traiter 70 mètres cubes par heure. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, les lampes à haute pression, ce sont des lampes qui permettent de traiter un débit très important. C'est-à-dire, ils sont rapides dans le traitement. Ça nous fait gagner du temps. Par contre, les lampes à basse pression, ils sont beaucoup plus longs. La cinétique de désinfection et de traitement de l'eau, c'est beaucoup moins. Donc, une lampe UV, elle est entourée, elle est formée du verre, le verre spécial, ce qu'on appelle le quartz. Et on a plusieurs types de lampes selon le quartz qu'on utilise. Lorsque le quartz il est plus pur, il permet de libérer
en plus de la longueur d'onde de 154, il va nous libérer de la lumière, ce qu'on appelle polychromatique. Et lorsque le quartz est plus ou moins pur, hein, donc il va nous libérer une longueur d'onde un peu monochromatique. Bon, ça donne ça. En pratique, on a deux types de systèmes qu'on utilise pour la désinfection par irradiation UV. On a ce qu'on appelle un système fermé, c'est un système tubulaire, cylindrique, qui peut traiter jusqu'à 90 mètres cubes par heure. Et par contre, on a un autre système, il est surtout utilisé pour les grands débits, surtout pour les eaux potables, surtout, c'est ce qu'on appelle le système à canal ouvert. Allez, voilà, je vous donne le système fermé, hein. C'est un tube. Dans le tube, est hébergé une lampe basse pression, une ou deux ou trois lampes basse pression, et l'eau qui circule au flux ascendant, donc il y a l'entrée et la sortie. Donc, pour certaines lampes, on a dit selon le quartz qu'on utilise pour les lampes, il y a des lampes, en même temps, il y aurait une génération de l'ozone dans la chambre d'irradiation, de telle manière qu'on aurait une présence simultanée de l'ozone avec l'UV. Donc, on peut assurer ainsi une désinfection simultanée UV-ozone. Le système à canal ouvert, vous voyez, c'est un canal et dans lequel on a une série, une batterie, ce qu'on appelle une batterie de lampes. Ces lampes qui sont disposées verticalement ou bien horizontalement, selon le procédé qu'on utilise. Donc, c'est des canaux qui permettent, ce sont surtout des systèmes préconisés, utilisés dans le domaine du traitement de la désinfection des eaux usées. Bon, les facteurs qui influent sur la désinfection par l'irradiation UV, il y a la qualité de l'eau, c'est tout les matières en suspension, aussi l'état physique et le type des micro-organismes. Donc vous voyez par exemple dans les eaux usées, les micro-organismes sont sous forme de paquets, ou bien enveloppés avec un peu de la matière fécale. Donc vous voyez, ils sont en quelque sorte protégés. Il y a aussi les matières, les composés organiques. Plus l'eau est chargée en composés organiques, plus il ne se prête pas pour la désinfection par l'irradiation UV. Il y a aussi, comme les composés organiques, il y a les composés chimiques. Il y a aussi la dose de rayonnement. La dose de rayonnement, c'est l'intensité de la lampe avec le taux d'exposition. Lorsqu'on multiplie l'intensité de la lampe UV, parce que chaque lampe UV est caractérisée par sa puissance, c'est exprimé généralement la dose, c'est exprimé en milliwatts seconde centimètre carré, ou millijoule centimètre carré. Bon.
Si on peut classer les micro-organismes selon leur résistance, on trouve que les bactéries sont les plus sensibles, les plus labiles. Ils viennent des virus, puis les champignons, puis les spores des bactéries, et enfin il y a les listes et les œufs des parasites. Vous voyez, plus la taille du micro-organisme est importante, plus il est difficilement attaqué par les désinfectants. Donc, je vais parler maintenant, je termine madame, vous savez, les micro-organismes, lorsqu'ils subissent une agression quelconque, que ce soit chimique, physique, etc., ils ne vont pas se croiser les bras. Vous savez, qui est le résultat puisqu'on a dit l'UV, il attaque le génome, il détruit, on va montrer comment il détruit, il perturbe la structure de l'ADN, et lorsqu'il perturbe la structure de l'ADN, la cellule ne peut pas remplir son rôle. Donc, il y a des phénomènes, ce qu'on appelle les phénomènes de photoréactivation, ou UV, et il y a aussi le phénomène général, ce qu'on appelle la réparation, phénomène de réparation. Par exemple, je vous montre ici, s'il y a en haut, il y a une séquence d'ADN normale. Et lorsque vous regardez ce qu'on appelle des ponts, c'est des montages, c'est des réactions de dimérisation. Donc il y a un montage, surtout entre les bases, les thymines, ce qu'on appelle ces pontages-là. Donc il y a une perturbation de la structure de la séquence d'ADN de telle manière que ce qui aurait par exemple l'UV, devait être conçu pour délivrer des doses d'UV, parce que la dose reçue par les micro-organismes, c'est très important. Donc, permettons d'assurer que la dégradation cellulaire ne puisse pas être réparée, c'est-à-dire ce phénomène de photoréactivation ne pourrait pas avoir lieu. Donc, et aussi, on a dit, il faut que la qualité de l'eau soit assez bonne, qui est représentée par un paramètre qu'on appelle la transmittance UV. C'est généralement ce paramètre, il décrit la transparence et la clarité de l'eau. Plus généralement une eau qui se prête bien pour une bonne désinfection UV, la transmittance UV doit être supérieure à 60%. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, donc les matières en suspension, les matières organiques et la matière linéaire, donc ça a un effet direct sur l'efficacité de la désinfection par irradiation UV. Bon, il y a d'autres paramètres, comme la température, c'est très important aussi. Le débit, l'hydrodynamique dans le réacteur de désinfection, l'épaisseur de la lame d'eau. Donc, vous savez, parce que les UV, ce sont des réagents qui parcourent un chemin, ce qu'on appelle le chemin optique. Plus le chemin optique est long, plus l'énergie délivré par ces rayons, il est faible. Donc, il ne va pas exercer son travail de désinfection. L'efficacité aussi de la désinfection UV, aussi les fonctions de vieillissement de la lampe. Vous savez, les lampes, ils ont une durée de vie. Chaque lampe, elle a une durée de vie. Plus le durée de vie elle est importante, plus
l'énergie libérée par ces lampes est moins, donc ça va influencer directement, ça va entraîner des conséquences sur la désinfection. Et voilà, je termine. Merci donc pour cette conférence. Et donc là, vous avez bien traité cette question de désinfection sur le plan fondamental et appliqué. Voilà. Qui a des questions? Est-ce que vous avez des questions? La question est vers la tendance industrielle de cette technologie. Vous avez mentionné que les tubes utilisés pour le traitement UV, c'est en quartz. Je pense que cette spécificité technique se contraint de l'application à l'échelle industrielle, donc le traitement des eaux externes. Ma deuxième question, c'est qu'il y a une spécificité entre la longueur d'onde et la bactéricide. Est-ce que ça risque pas de faire une mutation d'autres bactéries qui ne sont pas sensibles pour cette radiation? C'est-à-dire que la sensibilité, par exemple, de l'ensemble des bactéries vis-à-vis d'une telle longueur d'onde, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas la même sensibilité. Ma question, c'est qu'il n'y a pas un risque de mutation des bactéries vis-à-vis à ces longueurs d'onde. Il n'y a pas de risque de mutation vis-à-vis de cette radiation de longueur d'onde d'un plat. Ils ont un effet mutagène. C'est pourquoi j'ai bien insisté à la fin de dire qu'il faut que l'opération soit bien menée, bien optimisée, que ce soit au niveau de la composition de l'eau, au niveau de réacteur, l'écoulement dans le réacteur. Donc la conception, généralement les gens, lorsqu'ils font ce genre de la conception des réacteurs, elle est généralement assez optimisée, de telle manière que lorsqu'on on pratique cette désinfection, on ne libère pas par exemple des pathogènes, on ne libère pas des bactéries mutées, qui peuvent être parfois, vous savez, on veut remédier à quelque chose, on peut libérer dans l'environnement un monstre avec les UV par exemple. Si l'opération par exemple de désinfection n'est pas bien faite, donc on peut libérer des organismes qui présentent des mutations, parfois des mutations qui touchent des caractères un peu graves. La deuxième partie de ma question, c'est la tendance de l'application industrielle de cette technique, surtout lorsqu'on parle de la nature des tubes qui sont en quartz. Oui. On parle de, je ne sais pas quel est le coût énergétique pour faire cette application. Le coût énergétique, c'est-à-dire lorsque vous... En fait, j'exagère un peu ce que j'ai dit, il y a une différence, plus ou moins. Ça ne va pas refléter beaucoup, ça n'a pas beaucoup de poids lorsqu'on utilise du quartz pur ou bien plus ou moins pur. Donc, ça ne va pas être la différence de coût, c'est pas très important. Parfois, pourquoi les gens, les constructeurs de l'homme, ils font cette distinction-là, c'est parfois il y a des gens qui ont besoin, avec la fabrication de l'arrêt 254, il veut aussi l'arrêt 280 qui a un effet photochimique de telle manière pour avoir des zones dans le monde. D'accord?